La crise a atteint son paroxysme ce dimanche après-midi lorsque les députés du parti Lumanafa ont apporté leur soutien à leur leader Ama Amadou déchu. Quelques heures auparavant, des militants ont tenté d'empêcher une conférence de presse du président intérimaire Noma Oumarou. Le matin, il y a eu une décision de justice qui me confirme intérimaire. Le soir, ils prennent une décision pour désigner un autre intérimaire, a déclaré Noma Oumarou. Certains voient à travers cette crise la main du pouvoir en place. Pour Soumana Sanda, le vice-président n'a plus de qualité à agir au nom du parti Lumanafa. Noma Oumarou s'est défendu pendant près de 30 minutes lors de sa conférence de presse. Cela fait près de 6 ans que je suis à la direction du parti en tant que président intérimaire. J'ai fait près de 2 ans en tant que président provisoire. 8 ans, ce n'est pas que je suis contre Ama, non, j'ai donné ma vie pour lui, a déclaré Noma Oumarou lors de sa conférence de presse. Avec 2 congrès le même jour à Dasso et à Niamey, le parti Faloumana de l'opposant Ama Amadou, selon certains observateurs, entre en pleine turbulence politique. L'hôpital de campagne situé dans le secteur de la route de l'aéroport a été visé par un raid aérien tuant 5 médecins et blessant 8 autres personnes. Les ambulances et les hôpitaux de campagne près des zones de combat au sud de Tripoli en Libye sont fréquemment la cible de frappes aériennes que le gouvernement d'union nationale attribue aux forces du maréchal Khalifa Haftar. D'après le porte-parole du gouvernement, c'est l'aviation de Haftar qui a bombardé l'hôpital. La frappe était directe contre l'hôpital qui était bondé d'équipes médicales. Mais les pro-Haftar n'ont pas revendiqué cette frappe. L'homme fort de l'Est libyen mène depuis avril une offensive pour conquérir la capitale où siège le gouvernement d'union nationale. Mais après près de 4 mois d'affrontements meurtriers, les forces pro-Haftar ne progressent pas de manière significative, freinées par une résistance féroce de la part des forces loyales au gouvernement d'union nationale. Le 16 juillet, l'hôpital de campagne d'Al-Swani, à 25 km au sud de Tripoli, avait été visé pour la 2e fois depuis le début des combats meurtriers autour de la capitale. 3 médecins et un ambulancier avaient été blessés. L'Organisation mondiale de la santé et des organisations humanitaires ont à plusieurs reprises appelé les 2 camps à épargner les infrastructures et les personnels médicaux. Les combats aux abords de la capitale ont fait 1093 morts et 5752 blessés, ainsi que plus de 100 000 déplacés depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar, selon un dernier bilan de l'OMS. Chargé par le pouvoir algérien de conduire les consultations pour définir les modalités de la future présidentielle, devant élire un successeur au président déchu Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril, l'instance nationale de dialogue et de médiation a pour la première fois détaillé comment elle compte procéder. Alors que sa légitimité est fortement décriée par le Irak, l'instance a appelé 23 personnes à intégrer ses rangs, dont plusieurs personnalités accompagnant le mouvement, tels les avocats Mustafa Bouchachi et Mokran Haït Larbi, l'ex-ministre des Affaires étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi et les anciennes combattantes de la guerre d'indépendance Jamila Bouhiret et Drifa Ben Mihidi. Plusieurs de ces personnalités avaient posé des conditions à leur éventuelle participation. L'instance appelle aussi à la rejoindre, entre autres, les ex-premiers ministres Mouloub Amrouche, artisan de nombreuses réformes démocratiques, et Mokdad Sifi, d'anciens ministres, un ex-sénateur, des syndicalistes, des professeurs de médecine, un ouléma. Elle consultera la société civile, les partis politiques, les personnalités nationales ainsi que des jeunes et militants du Irak de diverses régions du pays pour leur vision et propositions pour une sortie de crise, peut-on lire dans le communiqué. De ces contributions, l'instance tirera une série de propositions finales qui seront adoptées dans le cadre d'une conférence nationale souveraine dont les décisions seront contraignantes pour les pouvoirs publics chargés de les transcrire en droit. L'instance se veut une commission non gouvernementale et formée de personnalités indépendantes de l'État et de ses organes ainsi que du Irak, rappelle-t-elle.
président par intérim, Abdelkader Ben Salah a chargé jeudi dernier une instance nationale de dialogue et de médiation de mener des consultations avec la classe politique, la société civile et le Hirak, le mouvement de contestation pour définir les modalités d'une future présidentielle que refusent les manifestants tant que les anciens cadres de la présidence Bouteflika sont encore au pouvoir. Je ne connais pas les gens de l'instance de dialogue, mais je sais que le peuple n'est pas content. Je l'ai vu vendredi lors de la grande manifestation hebdomadaire et je le vois aujourd'hui, explique un manifestant. Pas de dialogue avec le gang au pouvoir, scandent les manifestants au milieu d'un fort déploiement policier en contradiction avec les conditions posées par l'instance avant tout dialogue, notamment celle d'un allègement du dispositif policier lors des manifestations. Un état civil, pas militaire, ont-ils également scandé en référence à la place centrale occupée par l'armée dans l'appareil de pouvoir depuis l'indépendance et à son chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, devenu le véritable homme fort du pays, initialement composé de 6 personnes, un ex-président de la Chambre basse et ancien ministre de Bouteflika, un ancien parlementaire, une professeure de droit public, un économiste, un syndicaliste et un universitaire. L'instance a intégré dimanche un 7e membre, présenté comme un jeune du Hirak, mais largement inconnu. Déjà fortement contestée, cette instance a aussi appelé 23 autres personnalités à la rejoindre. Mais 6 d'entre elles, dont 4 parmi les plus susceptibles de la rendre légitime auprès du Hirak, ont d'ores et déjà décliné. Les étudiants se sont dispersés sans incident en début d'après-midi. Mohamed VI s'exprimait lors d'un discours prononcé dans son palais à Tétouan dans le Nord à l'occasion de ses 20 ans de règne célébrés avec la traditionnelle fête du trône. Son discours a été suivi par l'annonce de 4 764 grâces. Certaines concernent des détenus du mouvement de protestation du Hirak qui avait agité la région du Rif en 2016-2017 selon un communiqué officiel qui ne donne aucune autre précision. Cher peuple, nous avons accompli un bond qualitatif en matière d'infrastructures, autoroutes, trains à grande vitesse, grands ports, énergie renouvelable, réhabilitation urbaine. Certains citoyens perçoivent sans doute mal les retombées de ces réalisations sur leurs conditions de vie, notamment en termes de satisfaction de leurs besoins quotidiens et singulièrement en ce qui concerne la fourniture de services sociaux de base, la réduction des inégalités sociales, le renforcement de la classe moyenne. Pour apporter du sang neuf, Mohamed VI a chargé le chef du gouvernement de lui soumettre des propositions pour renouveler et enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l'administration, à l'horizon de la rentrée prochaine. Par la volonté de Dieu, cette étape nouvelle sera marquée par le lancement d'une nouvelle génération de projets. Elle nécessite de nouvelles compétences aux différents postes et niveaux de responsabilité. Du sang neuf doit donc être apporté au sein des institutions et des instances politiques, économiques et administratives, y compris le gouvernement. Mohamed VI a également annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée de définir les contours d'un nouveau modèle de développement pour réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. Mohamed Cheick Ould Mekhetir a eu cette grâce à la veille de l'investiture du nouveau président de la Mauritanie. Le blogueur de 36 ans était initialement condamné à mort. L'ONG de défense de la liberté de la presse, Reporters sans frontières, s'est réjoui de sa libération, même s'il ne recouvre pas son entière liberté de mouvement. Depuis Nouakchott, son avocate Fatima Mbaye a confirmé sa remise en liberté. Le jeune homme n'est plus à Nouakchott, mais plus de précisions n'ont pas été données en raison de la sensibilité du dossier. Ould Mekhetir, détenu depuis janvier 2014, a vu sa condamnation à mort pour apostasie ramenée en appel à 2 ans de prison en novembre 2017, après avoir exprimé son repentir. Il aurait donc dû être remis en liberté, le pourvoi en cassation du parquet n'étant pas suspensif. Mais il avait été placé depuis en détention administrative.
Le président mauritanien sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, qui doit être remplacé ce jeudi par le président élu Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, avait le 20 juin justifié cette situation par la sécurité personnelle du blogueur, aussi bien que celle du pays. Le trafic aérien a pu reprendre mardi, d'après des sources anonymes, au sein du seul aéroport opérationnel à Tripoli en Libye. La direction de l'aéroport n'était pas joignable dans l'immédiat pour confirmer la reprise du trafic. Lundi, les vols avaient dû être suspendus à 2 reprises. La première interruption a eu lieu durant quelques heures dans l'après-midi et plusieurs vols ont été déroutés vers la ville de Misrata après la chute d'obus près de la piste. En soirée, l'espace aérien a été de nouveau fermé et les passagers déjà à bord des avions débarqués à cause de la chute d'une nouvelle série de roquettes à Mitiga. L'origine des tirs demeure inconnue. L'émissaire onusien pour la Libye a noté avec inquiétude la fréquence croissante des attaques sur l'aéroport de Mitiga. Plusieurs de ces attaques ont failli toucher des avions civils avec des passagers à bord, a-t-il souligné. Il a appelé les autorités de Tripoli à cesser d'utiliser l'aéroport à des fins militaires et à ce que les forces attaquantes cessent immédiatement de le prendre pour cible. L'aéroport a déjà été fermé à plusieurs reprises à cause des combats entre les forces loyales au gouvernement d'union nationale et celles de l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, qui a lancé une offensive le 4 avril pour conquérir la capitale libyenne. Située à quelques kilomètres à l'est de Tripoli, Mitiga est une ancienne plateforme militaire utilisée par le trafic civil en remplacement de l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé par des combats. La journée de mercredi prévoyait la traditionnelle prestation de serment des nouveaux officiers dans la cour d'honneur du palais de Tétouan, au nord du Maroc, mais aussi au menu l'impressionnante cérémonie d'allégeance Beya. La fête du trône remonte aux années 1930, l'époque du protectorat français. La célébration exige que chacun réitère son attachement indéfectible au Maroc et au glorieux trône alaouite. Les grandes entreprises publiques ou privées du pays diffusent dans la presse des pages entières de félicitations et d'allégeance. Des détracteurs ont par le passé appelé à l'abolition de ce rituel, décrit comme une pratique humiliante d'un autre âge. Depuis son palais de Tanger lundi soir, Mohamed VI a annoncé dans un discours à la nation une étape nouvelle pour réduire les disparités criantes, après avoir salué les progrès accomplis. Signe de ses pouvoirs très étendus qui font de lui un roi qui règne et qui gouverne, Mohamed VI a notamment annoncé un remaniement gouvernemental à l'horizon de la rentrée prochaine pour apporter du sang neuf. Comme le veut la tradition, le discours royal a été poursuivi par une série de grâces. Le Maroc est un des pays les plus inégalitaires du nord de l'Afrique et dans la moitié la plus inégalitaire de la planète selon l'ONG Oxfam. Le taux de chômage reste proche de 10% et atteint 39% chez les moins de 24 ans. L'accès à des soins de qualité reste problématique dans les régions reculées. Le niveau d'instruction reste très bas et un Marocain sur 3 est analphabète selon les chiffres officiels.